Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le féminisme peut-il nous aider à repenser le monde, à réinventer le pouvoir, alors que les mobilisations des femmes sont mondiales aujourd'hui, qu'elles manifestent pour un droit à l'avortement, pour la démocratie, pour l'égalité? Comment ces nouvelles approches éclairent-elles le réel? Quel renouveau démocratique, global et non catégoriel, universel, dirait-on, porte-t-elle? Avec nous, la géopolitologue américaniste Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, où elle supervise l'Observatoire genre et géopolitique. Elle est l'auteure précédemment de Trump, La revanche de l'homme blanc, chez Textuel, c'était il y a 2 ans. Elle publie aujourd'hui, ou elle l'a publié cet automne, plutôt il y a 2 mois maintenant, La démocratie féministe. Et c'est un ouvrage qui vient de paraître donc chez Kalman Levy. Bonjour à vous Marie-Cécile Nave. Bonjour. Je me perds un peu dans nos temporalités, c'est un peu le propre de cette période. On ne sait plus quand on est. Joe Biden, ça c'est clair, lui, il a été officiellement élu président des États-Unis hier. Une victoire confirmée par les grands électeurs. On arrive à la fin d'une histoire, à vos yeux, Marie-Cécile Nave, et une autre va bientôt peut-être pouvoir commencer à s'écrire. Oui, c'est vrai qu'il y a des sites internet américains qui ont titré cette nuit « Biden gagne pour la 2e fois ». Tellement ça a été mis en scène, ce vote des grands électeurs. Et le 6 janvier prochain, le Congrès validera ce vote des grands électeurs. Et il sera vraiment investi le 20 janvier. Là, vraiment, ce sera j'ose pas dire la passation de pouvoir, parce qu'on se doute que Trump sera absent. Il a menacé de ne pas être là et de faire un contre-événement pour annoncer sa candidature en 2024. Donc j'ai envie de vous dire, oui, c'est une histoire qui s'achève, mais le Trumpisme dans sa phase 2 a déjà commencé et il va tout faire pour continuer d'attirer la lumière à lui et de nourrir le récit de la présidence, selon lui, illégitime de Joe Biden. Et le Trumpisme dans sa phase 2, après l'investiture de Joe Biden, il aura encore des marges de manœuvre, il aura encore une mécanique à sa disposition pour agir? Alors c'est toute la question au sein du champ politique américain. Trump, c'est un réservoir de voix de 74 millions d'électeurs. Il fait 12 millions de voix de plus qu'en 2016, donc le Parti républicain sait qu'il a besoin de ses électeurs, de ses électrices pour notamment remporter les élections de mi-mandat dans 2 ans et reprendre la Chambre des représentants aux démocrates. Et puis c'est aussi un certain nombre d'élus, notamment au Sénat, à la Chambre, les élus plutôt au niveau fédéral, qui craignent Trump parce qu'il est capable de faire des bad buzz, de les menacer sur les réseaux sociaux, de leur mettre des candidats face à eux dans des primaires pour les prochaines échéances électorales s'ils ne sont pas derrière lui. Et d'ailleurs, il y en a encore très peu qui reconnaissent la victoire de Joe Biden, ce qui est quand même assez hallucinant quand on y pense. Et puis, en dehors du champ politique, certainement que le narrative, le récit trumpiste de la victoire volée d'un président Biden illégitime, comme Obama était à ses yeux un président illégitime, va continuer de perdurer pour nourrir, entretenir la marque, le branding Trump. Avec Kamala Harris, sa colistière, celle de Joe Biden, désormais vice-présidente des États-Unis, le duo vient d'être désigné ensemble, personnalité de l'année par le Time, un couple politique qui impose la parité au sommet de l'État. Est-ce que c'est un petit pas ou quand même ça commence à être un grand pas pour la cause des femmes? C'est un immense pas d'avoir une vice-présidente, et non seulement une vice-présidente, mais une vice-présidente qui est issue de l'Amérique multiculturelle, de l'Amérique elle-même venant de l'immigration. Et en termes de représentativité, en termes de symbole, c'est énorme. Mais au-delà de ça, c'est aussi quelqu'un qui est très compétente, qui est experte des sujets qu'elle va traiter. Et à l'image aussi des nouvelles nominations, qui sont en train de se faire dans le cabinet, c'est-à-dire dans le gouvernement de Biden, et dans d'autres types de postes comme les l'ambassadrice à l'ONU et peut-être des agences fédérales, eh bien on aura beaucoup de femmes, beaucoup de personnes issues des minorités, et aussi, et c'est une autre manière de tourner la page de Trump, des gens qui sont experts des dossiers, qui connaissent leurs dossiers, qui sont très compétents, ce qui était pas du tout le cas sous la présidence précédente. Alors, d'où elle vient, ce visage de l'Amérique multiculturelle? Elle brandissait aussi cette histoire lors de son dernier discours. On l'écoute. Je pense à la génération de femmes, les femmes noires, asiatiques, blanches, latines,
amérindiennes, toutes ces femmes qui, à travers l'histoire, ont ouvert la voie jusqu'à arriver à ce moment. Des femmes qui se sont battues, qui ont fait des sacrifices, d'énormes sacrifices pour atteindre l'égalité, la liberté et la justice pour toutes et tous, y compris les femmes noires qui, trop souvent, sont oubliées, mais qui, très souvent, montrent bien qu'elles sont la colonne vertébrale de notre démocratie. Ce soir, je repense à leur lutte, leur détermination et la force de leur vision. Voir ce qui peut être fait sans être surchargé par ce qui s'est passé. Et je suis soutenu par toutes ces femmes. Quel formidable exemple du caractère de Joe. Il a eu l'audace, le courage d'abattre une des barrières les plus anciennes de notre pays en choisissant une femme pour devenir vice-présidente. Voilà, elle salue Kamala Harris dans ce discours, les femmes qui l'ont précédée. C'est vrai qu'il y a une longue histoire quand même de combats féministes aux États-Unis notamment, des combats qui ont été réactivés par l'opposition à Trump, des femmes. Rappelons que l'un des slogans de la présidentielle de 2016 à l'époque, c'était « Don't be a pussy, vote Trump ». Et vous le rappelez, ce slogan, Marie-Cécile Nave. Oui, ne soyez pas une mauviette, littéralement, même si pussy a un autre sens aussi, on le sait. Ne soyez pas une mauviette, votez Trump. C'est-à-dire, soyez un vrai homme, soyez un vrai homme, soyez fort, votez Trump. Oui, il y a une histoire du féminisme américain, ou plutôt des féminismes américains que l'on connaît et qui ont aussi traversé l'Atlantique et qui se sont aussi réciproquement inspirés d'un féminisme européen. Mais c'est aussi une histoire très récente, c'est-à-dire, moi, ce qui m'a donné envie d'écrire la démocratie féministe, c'est de partir justement de l'Amérique de Trump et de voir que c'est dans l'Amérique de Trump que naît MeToo, que naît l'affaire Weinstein, et que la première grande opposition à Donald Trump dès janvier 2017, c'est les femmes, c'est les féministes, c'est 4 millions de personnes dans la rue pour les Women's March. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à essayer de comprendre, comment finalement... pourquoi MeToo, pourquoi l'affaire Weinstein sortent aussi à ce moment-là, c'est parce que c'est l'Amérique de Trump. C'est un des éléments qui explique ça. Et donc, il y a eu pas une naissance du féminisme américain dans les années 30, mais en fait une réactivation, une amplification d'un mouvement qui était là bien avant. Et Biden, il gagne aussi grâce à ça. Pas que grâce à ça, mais il gagne aussi grâce à ça. Et Kamala Harris, quand elle rend hommage aux femmes noires, quand elle rend hommage aux militantes, mais aussi aux électrices, elle fait aussi référence à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un engagement en Géorgie, par exemple, autour de Stacey Abrams, d'un militantisme porté par les Africaines-Américaines, qu'on retrouve aussi beaucoup dans le mouvement Say Her Name de Black Lives Matter, etc., qui ont voulu faire battre Donald Trump. Et Joe Biden, il a compris ça. C'est aussi pour ça qu'il choisit Kamala Harris, et c'est aussi pour ça qu'il a un programme dont on verra s'il peut le mettre en place, en particulier si le Sénat bascule du côté démocrate. Mais en tout cas, il a un programme extrêmement ambitieux sur la question des droits des femmes et sur la question de l'antiracisme. Et tout ceci se croise évidemment. Mais vous montrez aussi l'affrontement des récits. À chaque fois qu'un moment féminisme se présente, il y a souvent un retour de bâton. En tout cas, ça déclenche une réaction, un contre-discours pour tenter de faire barrage à cette offensive du féminin. Aux États-Unis, comme ailleurs d'ailleurs, les femmes ne sont pas toujours féministes, elles ne sont pas toujours sur une ligne progressiste, égalitariste. On verra ce qui se fera d'ailleurs avec la très conservatrice Amy Coney Barrett, cette fervente catholique qui a aussi pris la tête de la Cour suprême, comme quoi il ne suffit pas d'avoir des femmes pour que le changement advienne pour autant. Changer l'histoire de l'Amérique, c'est le titre que le magazine américain Time, avec le visage, on le disait, de Biden et de Harris, a retenu. Cette photographie, est-ce qu'elle est à l'image de ce qui se passe dans le monde pour vous aujourd'hui, Marie-Cécile Nave? Est-ce qu'une féminisation de la politique est en train de se jouer un peu partout, c'est-à-dire du personnel politique, mais aussi des enjeux? Alors, ce qu'on observe effectivement, c'est qu'on prend davantage conscience du rôle des femmes dans les mobilisations internationales. Elles ont toujours été là, mais maintenant c'est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus médiatisé.
Et non seulement les médias, non seulement les chercheurs, mais aussi les pouvoirs politiques en place, et parfois la répression policière, en prend conscience. Avant MeToo, il y a eu les immenses mobilisations des femmes en Argentine contre les féminicides, en particulier, qui sont aussi réactivées aujourd'hui avec les revendications pour l'accès à l'avortement. Mais on voit que les femmes sont aussi en première ligne pour des combats, évidemment pour les combats féministes, mais aussi pour d'autres types de revendications, la lutte contre la corruption, la réactivation des valeurs démocratiques, le combat pour l'égalité socio-économique en Biélorussie, au Liban, dans le Irak algérien, en Hongrie contre Viktor Orban, au Brésil contre Bolsonaro. Et en fait, on voit que les mouvements féministes sont un peu des entrepreneuses d'unité. On l'a vu au Chili aussi, où la revendication pour une réécriture de la Constitution, ça a pris de l'ampleur parce qu'il y a eu les mobilisations féministes en 2019, en 2018 et en 2019 contre les féminicides et pour l'accès à l'avortement. Donc c'est beaucoup plus visible et ça désarçonne un certain nombre de pouvoirs en place. Et donc effectivement, comme vous le disiez, il y a aussi des tentations et des tentatives de backlash, de gifles anti-MeToo, par exemple, au Brésil avec Bolsonaro, Trump aussi, avec la nomination de Brett Kavanaugh pile un an après MeToo. Brett Kavanaugh, un juge ultra-conservateur à la Cour suprême, pile un an après MeToo, et Amy Coney Barrett récemment aussi, c'est l'anti-Ruth Bader Ginsburg, pour finalement revenir à une espèce de nostalgie d'une Amérique blanche, patriarcale, contre les droits des femmes. Vous parlez vous-même d'une obsession anti-genre. Qu'est-ce que c'est, ou de la part de qui ? Oui, une obsession anti-genre qu'on va retrouver un peu des deux côtés de l'Atlantique, comme s'il y avait aussi une circulation. Il y a autant une circulation des modèles féministes, des mobilisations féministes, des revendications féministes, qu'une circulation de l'antiféminisme. Et Éric Fassin, par exemple, montre très bien ça dans un certain nombre d'articles et de conférences qu'il a faites récemment. Il parle d'une intersectionnalité des haines. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des revendications nationalistes, racistes, xénophobes, qui s'entrecroisent avec des retours de bâton sur les droits des homosexuels, sur les droits des femmes, et le fait d'affirmer aussi un type de leadership très viriliste, dominateur sur les autres, sur la planète, qui se nourrit de désinformation et qui déteste la science. Et ça, c'est un point important, le fait de rejeter la science, de rejeter les études de genre, de rejeter les sciences humaines et sociales, de rejeter les études sur le climat. Ça participe aussi de ce type de leadership très viriliste, très prédateur, qui a montré tout son échec dans la gestion de la Covid-19 en particulier. Mais à défaut de les rejeter, est-ce qu'il faut pour autant importer ces études de genre ? Et qu'est-ce qu'on gagne à regarder le monde à travers ce prisme-là, celui des questions de genre, à vos yeux, Marie-Cécile Nave ? Les études de genre, c'est une manière d'ouvrir le regard sur le réel. Quand on chausse, entre guillemets, on dit ça beaucoup en études de genre, quand on chausse les lunettes du genre, on élimine certains points aveugles dans l'analyse du réel et dans la manière dont on conduit des politiques publiques. Sinon, on se pense universel, on se pense neutre sur ces questions-là, et en fait, on valorise toujours le masculin, un point de vue masculin sur le monde. On oublie qu'il y a certaines populations qui sont particulièrement victimes de discrimination, d'inégalité, mais on oublie aussi que les femmes peuvent être actrices du changement, non pas parce qu'elles sont nées femmes, c'est pas une approche essentialiste ou biologisante des choses, mais elles ont une certaine expertise d'expérience, elles ont des savoirs situés, genrés par leurs propres expériences de vie, par leur profession, par les inégalités qu'elles ont pu subir, par les discriminations qu'elles ont pu subir. Et d'une manière générale, chausser les études de genre permet de penser un peu mieux la complexité du monde, et en particulier à l'heure des crises. La question de la Covid est tout à fait emblématique de ça. On voit bien qu'il y a certaines populations... On peut en avoir une lecture genrée, justement, de cette Il faut absolument en avoir une lecture genrée, parce qu'on se rend compte, et ça avait été déjà documenté par la recherche lors des précédentes crises comme Zika ou Ebola ou autres. On voit que les femmes sont particulièrement victimes de la Covid en termes de recrudescence des violences domestiques. Les filles qui abandonnent plus l'école dans le monde et qui ne reprennent pas l'école
après le confinement dans un grand nombre de pays du monde. Le fait aussi que les professions occupées par les femmes sont en première ligne dans le combat contre la maladie. Tous les métiers du care, par exemple, il y a un petit livre qui vient de sortir chez Gallimard, écrit par Sandra Logier et Najat Vallaud-Belkacem, qui explique ça de manière très détaillée. Quand on oublie ces questions genrées, eh bien on manque une part de la réalité et on se prive aussi du regard des femmes, du regard des citoyennes, du regard des militantes qui peuvent apporter cette expertise-là pour mieux comprendre certains points qu'on pense neutres et qui en fait ne sont pas du tout neutres. Donc c'est déjà une crise genrée, c'est-à-dire que l'épidémie, la maladie elle-même l'est. Mais d'ailleurs on peut dire aussi en sens inverse qu'elle touche sous des formes graves un peu moins les femmes que les hommes, mais c'est aussi une lecture qu'on apporte pour montrer les différences qu'il peut y avoir. Oui, le rapport à la sujets. santé, à l'hygiène est tout à fait différent chez les hommes et chez les femmes. L'Argentine et les femmes. On va revenir au niveau mondial avec cette mobilisation massive des femmes depuis quelques années, racontée magnifiquement dans un documentaire qui est C'est à Ley de Juan Solanas, qui était notre invité à l'occasion de sa sortie en France, et qui retrace la lutte des femmes pour la légalisation de l'avortement, de l'IVG en Argentine. Elles ont, ces femmes, un signe, un symbole, c'est ce foulard vert qu'elles portent autour du cou. Pour les plus militantes d'entre elles, en Argentine, il faut rappeler que les avortements clandestins continuent à beaucoup tuer. Leur chant de ralliement, aujourd'hui et toujours. Et des foulards verts accrochés au cou, aux poignets, devenus des symboles de leur lutte. Mardi, une centaine de féministes se sont retrouvées devant le palais de justice de Buenos Aires pour réclamer la légalisation de l'avortement. Depuis août dernier, Florencia n'a jamais baissé les bras et considère qu'il y a une priorité. Il faut limiter l'intervention de l'Église et des religions sur les questions de l'État. Parce qu'ici, en Argentine, l'Église a beaucoup de pouvoir. Pour Mercedes, l'Argentine est désormais prête à effectuer cette révolution. Oui, l'Argentine est prête. Une majeure partie de la population est en faveur de l'avortement. Cela a cessé d'être un tabou, un sujet dont on ne parlait pas, qui relevait du domaine privé, de l'intimité. C'est rentré dans la sphère publique. Selon elle, près de 70% des Argentins y seraient favorables. Leurs cris, leurs revendications ont éveillé les consciences, y compris celles de leur famille. Natalia a pu voir le changement. Ma mère est très catholique. Elle était contre l'avortement, contre le mariage pour tous. Aujourd'hui, après avoir écouté les femmes, m'avoir écouté ma fille, elle a changé de position. Este es un gran día para todas las mujeres. Las mujeres estamos orgullosas de estar dando este paso después de un siglo. Miles y miles de mujeres pasaron la noche en la plaza esperando que alumbráramos esta ley. Los que voten por el no, sepan que lo único que están ofreciendo a las mujeres es la amenaza de cárcel. Diputados y diputadas, Extrait d'un reportage de France Inter sur l'avortement en Argentine réalisé il y a 2 ans. Ici, en Argentine, les femmes, on l'entend, ont choisi à la fois des symboles, une couleur, une musique et des slogans, et notamment ce que sea ley, que ce soit loi, pour porter cette question intime, familiale, dans l'espace public. Et cette mobilisation, elle est en train de faire bouger les choses. Oui, alors cette loi légalisant l'avortement, elle a déjà été rejetée par le Sénat argentin il y a 2 ans, mais là il a été renouvelé d'un tiers, donc il y a l'espoir que cette fois, et sans doute que le vote devrait être organisé au Sénat en janvier, il y a l'espoir que cette fois cette loi passe, mais rien n'est fait. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une très grande créativité, une très grande imagination, une très grande innovation dans la manière dont les féministes s'organisent en Argentine. C'est très joyeux aussi. C'est des enjeux très sérieux, évidemment, qui touchent à la liberté à disposer de son corps, à la liberté des femmes d'exister dans l'espace public, d'être des actrices à part entière de la société. Mais on voit aussi que le féminisme, c'est très joyeux, c'est très créatif.
Ça crée du lien social. Et l'Argentine, c'est vraiment un des laboratoires du féminisme contemporain. Quelques années avant MeToo, bien avant MeToo, en 2015, il y a les mobilisations contre les féminicides avec le slogan Ni una menos. Pas une de plus. C'est 300 000 personnes dans la rue. En 2016, c'est une grande grève du travail domestique qui s'est inspirée elle-même des féminismes polonais, des féminismes européens du 19e siècle. Et on n'est pas aujourd'hui dans un système mondial où il y aurait un centre et puis des périphéries féministes. C'est vraiment une circulation des modèles, une circulation des influences théoriques, une circulation des entreprises de mobilisation, des modalités de mobilisation, ce qui fait que je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec l'idée qu'il y ait par exemple un féminisme qui aurait un modèle français du féminisme, un modèle anglo-saxon et encore d'autres modèles dans le monde. C'est plus comme ça qu'il faut raisonner. Les choses circulent, les influences circulent. Il y a les réseaux sociaux, il y a les images, il y a les mots, il y a les revendications qui sont portées. Et c'est exactement la même chose sur les grands mouvements internationaux de lutte contre le racisme et les violences policières. On voit que ce sont des mobilisations évidemment qui n'adviennent pas dans toutes les parties du monde, parce que quand il y a des pays où c'est très difficile de manifester, et vous êtes puni de mort si vous le faites, ou emprisonné, mais cette idée d'une internationale féministe, comme il existe, je pense aussi, les prémices d'une internationale antiraciste, c'est extrêmement intéressant à observer. Avec peut-être des enjeux locaux, et c'est le cas effectivement dans les deux situations. Et vous le rappelez aussi, MeToo n'est pas un moment isolé en fait. Tous ces combats, ces séquences-là s'inscrivent dans un temps long, celui à la fois des combats féministes par exemple, de cette histoire-là, mais aussi des transformations démocratiques. Et ce, au sens, dites-vous, des conditions de possibilité de discours, des termes de ces discours, des interactions entre les sexes et de l'évolution des institutions et des modes de gouvernement. Alors il y a un projet de société qui est proposé là par ce féminisme-là. Est-ce que l'idée, c'est aussi de proposer un modèle qui serait quelque part un contre-modèle de la démocratie patriarcale, viriliste, telle qu'on l'a connue jusqu'ici ? Oui, je crois que le féminisme, parmi d'autres sources d'inspiration, on pourrait dire d'ailleurs les féminismes, parce qu'il n'y a pas un féminisme, et il y a beaucoup de débats, parfois de divisions au sein des féminismes, et c'est très bien, parce que quand tout le monde est d'accord, une société sans division, sans débat, sans désaccord, c'est une société fasciste. Donc à partir du moment où on est dans le désaccord et dans le débat, c'est très bien, et donc les féminismes sont une source d'inspiration parmi d'autres pour repenser le pouvoir, pour repenser en particulier les démocraties. Mais moi, je me suis intéressée aux démocraties, mais on pourrait s'intéresser à d'autres types de régimes politiques, évidemment, pour remettre du débat, pour remettre du commun, pour repolitiser la société, remettre de la subjectivité, en particulier parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu le féminisme s'appuie sur la science, s'appuie sur le savoir, pour analyser la société, pour faire des propositions de politique publique, pour changer le réel. Et puis, il s'appuie aussi, le féminisme, sur des expertises d'expérience, les expertises militantes, les savoir-faire militants. Par exemple, il y a des sujets et des expressions qui sont venus dans l'espace public, qui sont même au cœur d'enjeux de politique publique, qui viennent de l'expérience militante. Je pense au féminicide, je pense aux violences domestiques, au viol, et aux sujets un peu plus occidentaux comme la charge mentale. Tout ça, ce sont des thématiques et des sujets de l'agenda désormais politique et médiatique qui viennent du militantisme féministe. Donc, ça nous apporterait peut-être beaucoup de choses pour repenser une démocratie qui est en prise à un fort problème de défiance, alors que les citoyens ont envie de participer, alors qu'ils ont des choses à dire, alors qu'ils ont besoin d'être reconnus dans leur expertise et dans leur expérience. Et donc, le féminisme, parmi d'autres sources d'inspiration, pourrait jeter les bases d'un nouveau rapport au pouvoir et d'un nouveau modèle démocratique. Pour quelques minutes encore, la géopolitologue Marie-Cécile Nave est notre invitée à l'occasion de la parution de son essai « La démocratie féministe ». C'est chez Kalman Levy, sous-titré « Réinventer le pouvoir ». France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Et on fête cette année les 10 ans des printemps arabes. Dans la rue, sur les places, une jeunesse mixte qui s'est manifestée avec ses envies de liberté. Mais à la tête de tous ces pays où les printemps arabes ont eu lieu, on voit des appareils du pouvoir qui sont restés majoritairement aux mains des hommes. On va aller voir juste dans un autre État, pas de printemps arabe là-bas, ou en tout cas différemment, mais c'est du côté du Liban, où les manifestations continuent à avoir lieu régulièrement. On va revenir au cœur de cette contestation où les femmes étaient très très loin d'être absentes. Partout dans le pays, elles ont servi de barrière pour préserver la paix entre les forces anti-émeutes et les manifestants masculins. Perçu comme un des pays les plus libéraux du Moyen-Orient, le Liban maintient plusieurs lois discriminatoires. Les Libanaises ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants, par exemple. Pour moi, le rôle des femmes sur le terrain est le même que celui des hommes, que ce soit au niveau de l'organisation ou des manifestations pour l'obtention de nos droits. Nous avons aujourd'hui des femmes indépendantes qui n'ont pas de partenaire masculin, qui vivent seules, qui travaillent, mangent et boivent pour elles-mêmes. Neila Saba est de celles qui coordonnent, dans l'ombre, les réseaux féminins du pays. Ce groupe n'est pas un mouvement politique. Nous sommes juste un groupe de femmes qui avons décidé de nous réunir, on se tient au courant et on voit où on a besoin de nous. La prochaine génération d'activistes est également sur le qui-vive. Yasmina Tabal et Souhazre, étudiantes à l'université américaine de Beyrouth, bloquent les routes depuis le début des manifestations. La raison pour laquelle la présence des jeunes femmes est si importante, c'est parce qu'elles n'ont plus la patience. Elles voient ce qui se passe dans le monde. Après avoir vu les initiatives mises en place par les jeunes femmes, je pense que nous, les femmes, sommes l'avenir de ce pays. Nous, les femmes, sommes l'avenir de ce pays, dit cette manifestante libanaise. Nous, les femmes, sont-elles, sommes-nous aussi l'avenir du monde ? Marie-Cécile Nave. En tout cas, un pouvoir qui soit plus partagé et une désinvisibilisation des femmes, parce que les femmes, elles étaient déjà très présentes dans le printemps arabe, mais ça a été peut-être pas suffisamment médiatisé, pas suffisamment vu, et elles ont été très vite écartées des phases de transition du pouvoir quand il y en a eu, parce que parfois il n'y a pas eu forcément de transition vers davantage de démocratie. Et on l'entend très bien dans votre reportage. Elle voit ce qui se passe ailleurs. Donc il y a un effet de contagion sur cette subjectivité puissante, pour reprendre une expression de la philosophe Elsa Dorlin, des femmes qui ont fait des études supérieures, mais pas nécessairement, des femmes de toute génération qui sont ensemble dans la rue et qui désarçonnent le pouvoir politique. Et les pouvoirs politiques qui hésitent à mettre en place une répression dure face à ces femmes. Au Liban, en Biélorussie, ils hésitent. Dans d'autres pays, ils hésitent moins. Au Chili, ils n'ont pas hésité. Mais c'est très intéressant de voir en quoi ça renouvelle les types de revendications, les manières de se mobiliser, des veillées dans la rue, des sit-ins, des nouveaux types de barricades très, très pacifiques, on l'a vu au Liban en particulier. Donc il y a un enjeu pour les observateurs que nous sommes, il y a un enjeu à la fois politique et un enjeu épistémologique, c'est-à-dire renouveler aussi nos propres cadres d'analyse en intégrant la dimension genrée de ces mobilisations, à la fois sur l'agenda, c'est-à-dire sur le programme, les revendications, mais aussi sur la manière de manifester, la manière d'exister dans l'espace public. C'est très intéressant pour la science politique dont je suis issue. Un mot juste sur la Biélorussie que vous venez d'évoquer, parce qu'on a vu vraiment des figures féminines émerger à ce moment-là. Où en est-on ? Alors demain, le prix Sakharov, en France on dit encore les droits de l'homme, et il y a des revendications pour parler de droits humains, je pense que c'est justifié. Le prix Sakharov 2020 pour les droits humains est décerné demain aux hommes et aux femmes combattants pour la démocratie en Biélorussie, et notamment Svetlana Tikhanovskaya, parmi d'autres militants et militantes qui se battent contre la corruption pour la démocratie en Ukraine, en Biélorussie, pardon. Symbole plus qu'important pour vous, ce prix, qui va redonner la visibilité aussi à ces femmes et à ce combat-là. Oui, et qu'on parle justement d'hommes et de femmes qui combattent pour ces valeurs de liberté, pour ces valeurs d'égalité, c'est important. Ça veut dire qu'on prend en compte le fait que c'est aussi les femmes qui sont en première ligne et qui renouvellent les cadres d'action et qui renouvellent aussi la réflexion. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus aujourd'hui, vous trouvez, pour qu'un autre pas décisif soit passé ?
Je pense que dans toutes les démocraties, y compris la nôtre en France, on gagnerait à analyser le réel, la société avec un prisme du genre, en étant gender conscious. S'il n'y a pas d'équivalent véritablement en français de cette expression anglo-saxonne gender conscious, être conscient des enjeux de genre, pour lever les angles morts, comme je l'ai dit, et pour intégrer aussi davantage les femmes, mais d'autres types de catégories de la population qui n'appartiennent pas au pouvoir, qui sont écartées du pouvoir pour tout un tas de raisons, parce que les entre-soi politiques sont délétères, nous empêchent vraiment d'appréhender le réel et nous empêchent d'agir sur lui de manière efficace. Merci beaucoup à vous, Marie-Cécile Nave, d'avoir été avec nous. La démocratie féministe, réinventer le pouvoir. Votre essai apparu chez Kalman Levy. Et puis vous citiez à l'instant la philosophe Elsa Dorlin. Elle va modérer, coordonner un cycle qui aura lieu à Paris, à la BPI, au centre Pompidou, à partir de janvier. Un cycle de conférences dédié à la parole féministe, où seront notamment présentes des chercheuses comme Camille Froidevaux-Métairie, Valérie Rey-Robert, Geneviève Brisac comme auteure, Iris Bray sur la question du regard féminin à travers le cinéma, Ovidie et beaucoup d'autres, donc à travers ce cycle de paroles et de pensées féministes. Ce sera donc en janvier. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. Pour la Grande Table des idées, c'était Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez. Pour la Grande Table Culture, Henri Leblanc et Oriane Delacroix. Merci beaucoup à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino pour leur aide très précieuse. À la réalisation, Thomas Beau avec Élise Le. Aujourd'hui, bel après-midi sur France Culture.